Bonjour chers téléspectateurs de LAS TV. Votre émission Face à l'objectif reçoit aujourd'hui un des voix du reggae africain. Un artiste de talent, un artiste connu et reconnu au niveau national et international, qui est aussi panafricain, tenez-vous bien. Un artiste de la Guinée, mais moi je dirais en Afrique de tout le continent. Eli Kamano, je vous salue. Dakar a constitué une tribune pour qu'il se prononce pour parler à la jeunesse du continent notamment et à tous les Africains. Avant d'en revenir, on va d'abord parler de vos actualités et on va aborder aussi d'autres questions. D'accord. Notamment vos combats panafricains et ainsi de suite. Eli, vous préparez un album qui va sortir quand? Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur les différents créneaux de LAS TV. Je suis Eli Kamano, artiste auto-compositeur, comme vous l'avez si bien dit. Je fais du reggae, artiste panafricain. Et je suis à mon 8e album, et le premier sur le plan international, qui s'intitule Wakanda, Legend. Et la sortie est prévue en France au mois d'octobre, si tout va bien. Et parce que, compte tenu de la tournée qu'on a entreprise, mon équipe et moi, où on a décidé de rencontrer les différents chefs d'État et les différents dirigeants de l'Afrique actuelle, parce que j'aime souvent le dire que l'Afrique d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui est en train de révolutionner les choses en harmonie, en parfaite harmonie avec sa jeunesse. Donc nous sommes des porte-voix et nous avons pour mission de requinquer la jeunesse. Nous avons pour mission aussi de faire de la visibilité à travers la musique, à travers l'art, la visibilité sur le combat de nos jeunes leaders qui ont décidé de s'engager sur la voie de la souveraineté et de l'unité africaine. Et pourquoi le choix de sortir l'album en France? Écoutez, pour moi, l'industrie musicale, il faut reconnaître qu'elle est plus développée dans ces pays-là et on est plus audible dans ces pays à travers la nouvelle technologie. Et il faut reconnaître aussi que c'est en sortant l'album là-bas que vous pouvez toucher un public très large et aussi se faire des disques d'or, pourquoi pas. Parce que tout sportif ou tout artiste rêve d'avoir un ballon d'or ou un trophée, la Ligue des Champions ou voilà quoi, c'est comme un artiste. L'artiste aussi rêve d'avoir des disques d'or à travers, parce que le disque d'or vient sanctionner, si vous voulez, le travail fait par l'artiste et ça met en lumière son talent. Ça prouve que combien de fois il est consommé, il est écouté par les uns et les autres à travers le monde. Donc aujourd'hui, les grands artistes comme Alpha Blondy et autres, justement, leur grandeur, c'est aussi ça, les trophées qu'ils ont pu amasser. La vision, c'est de pouvoir décrocher une reconnaissance internationale via quelque chose qui sanctionne. Oui, via mon combat, via ma lutte, via les messages que je transmets. Parce que ce n'est pas fortuit. Si ils ont eu des disques d'or, c'est parce qu'ils ont été très audibles et adressé des messages à l'humanité tout entière. Ce n'est pas en restant dans mon pays, la Guinée, en m'enfermant là-bas, que je pourrais être écouté par le jeune Sénégalais ou être écouté par le jeune Burkinabé ou voilà, un jeune... Je suis un citoyen du monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un artiste qui appartient au monde entier. Alors mon rôle est de faire des messages qui s'adressent au monde entier, à l'humanité. Et je pense que selon les règles établies par les institutions qui sont en charge de donner des satisfecits, de décorer des artistes ou décorer des footballeurs, à la fin de la saison, chaque artiste ou chaque footballeur est décoré en fonction du mérite. Et il va chercher sa médaille mais comment s'est passée la composition et quels sont les messages de fond de cet album? Écoutez,
Bon, je ne sais pas si j'ai la même source d'inspiration que les autres artistes, mais je suis le genre d'artiste qui peut composer 10 chansons par jour. Oui, il me suffit juste d'avoir des rhythms, hein, des instrumentaux sur lesquels je me balade tranquillement. Et j'ai cette facilité de trouver des thématiques qui ne se ressemblent pas et de développer les thématiques sur des rhythms. Et aussitôt fait, je vais au studio, j'enregistre les chansons. Pour moi, c'est dans mon ADN parce que j'ai commencé la musique en m'inscrivant dans ce registre, le registre de la dénonciation. Je suis un artiste satirique. Je me suis donné comme objectif d'éveiller la conscience de la jeunesse africaine et sur les tares de nos dirigeants. C'est pourquoi l'album Wakanda comporte 18 titres. 18 titres dont 3 sont déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et il y a le morceau Africa, dans lequel je m'adresse aux Africains, aux dirigeants africains, en leur disant que pour contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI, pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Donc pour moi, c'est des messages comme ça dont on a besoin parce que l'Afrique est un continent où la jeunesse a trop dansé. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse ne fait que danser. On dirait que c'est cet héritage qu'on nous a légué, mais il faut la faire penser, il faut la faire réfléchir. Et ça, c'est notre rôle. Donc l'album est un album qui est pétri de messages, un album qui va éveiller et qui sera comme une thérapie intellectuelle pour la jeunesse africaine. Et dans ce cas, il faut supporter l'artiste, il faut aller au niveau des plateformes, il faut aussi, à partir de la sortie, après la sortie, chercher l'album. Je pense qu'il sera disponible en streaming. Partout, tous les créneaux. Dans ce cas, Eli, vous préparez un album, supportez-le pour qu'il ait cette reconnaissance, c'est-à-dire ce disque d'or qui permettra qu'il ait la renommée internationale. Et j'espère bien que le discours ne va pas changer après la renommée. J'ai pas compris. Le message, ça ne va pas se marier avec le temps, avec la renommée. Non. Écoutez, moi, j'ai 20 ans de combat et de lutte. Je crois que j'ai eu dans mon pays même beaucoup d'opportunités qui pouvaient m'amener à changer de discours. Mais je suis resté dans mon registre. Je suis resté avec ma philosophie parce que la plus grande richesse que j'ai aujourd'hui, c'est cette reconnaissance de la jeunesse africaine, cette reconnaissance du peuple ou des peuples africains. Je pense que ça vaut plus qu'un disque d'or, ça vaut plus qu'un milliard de francs CFA, et être reconnu par la jeunesse, être reconnu par l'Afrique. Alors, pour moi, changer de discours après des titres ou des trophées dénote ou résulte du fait qu'on n'a jamais été sincère dans le combat qu'on mène. Et moi, je ne peux pas écoper ou je ne peux pas aller frôler la mort et risquer ma vie, aller en prison à plusieurs reprises pour un idéal et le trahir après avoir décroché un trophée. Non, je ne crois pas. C'est pour dire qu'Eli va rester constant, en tout cas c'est ses propos, entre guillemets. Eli, vous avez un vécu, 20 ans de combat, c'est un vécu. Ouais. Avec ce recul, comment est-ce que vous appréciez le reggae africain? Comment il se porte? Écoutez, le reggae africain, pour moi, il est en train de s'essouffler. Il est en train de s'essouffler parce que, vous savez, que ce soit dans le domaine du reggae, de la musique ou dans le domaine footballistique, sportif, je crois que les Africains ne jouent pas pleinement leur rôle. Vous savez, quand on parle d'indépendance de l'Afrique, on parle de souveraineté. Et quand on dénonce les dirigeants, lorsqu'on dit aux dirigeants qu'ils sont des dictateurs, des despotes, qui veulent s'éterniser au pouvoir et s'accrocher au pouvoir, c'est parce que c'est des gens qui ont des velléités ou des envies de se cramponner et de rester jusqu'à leur mort. Le reggae africain et le sport africain, c'est les mêmes réalités. Je constate malheureusement que les dévanciers ne tendent pas la main à ceux qui sont derrière, à ceux qui ont la possibilité, la capacité, les facultés de faire comme eux ou plus qu'eux pour représenter l'Afrique. Certainement, les voit comme des concurrents. On ne peut pas, très bien, on nous voit souvent comme des concurrents, on nous ferme des portes, je ne dirai le nom de personne, mais je me dis que avec le petit parcours que j'ai, étant connu de tous ces aînés, je pouvais aller très loin si une main m'avait été tendue.
Mais ce n'est pas grave. Je me contente de cette place que j'occupe aujourd'hui. Et c'est avec fierté que je dirais que c'est avec ma force, avec mon énergie, avec mes moyens que je suis arrivé là. Et je suis sûr qu'un jour viendra, les portes vont s'ouvrir. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur LAS TV. Pour rappel, face à l'objectif reçoit aujourd'hui l'artiste reggae africain, Eli Kamano. Eli, on poursuit. Vous avez adressé un message à l'Afrique via Dakar lors d'une conférence de presse tenue le samedi 10 août dernier. Quel était le message de fond? Bon, écoutez, pour moi, le message de fond consiste à amener la jeunesse africaine à regarder dans la même direction, parce qu'on ne peut pas être dans une lutte qui a été amorcée par nos aînés, par les pères de l'indépendance ou des indépendances. Et aujourd'hui, être dans un environnement, dans un contexte où la jeunesse a beaucoup de divergences par rapport à la politique interne de leur pays. Je l'ai dit, chaque pays a ses priorités de développement. Chaque pays a ses politiques, ses relations avec les puissances étrangères. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des axes sur lesquels les Africains doivent se mettre d'accord. La jeunesse doit s'accorder sur certains axes. Il est très important qu'on comprenne aujourd'hui que l'unité africaine ne peut pas se faire d'un seul coup ou avec une baguette magique. C'est un processus qui a commencé avec les Haïlé Sélassié, avec les Sékou Touré, avec les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah et autres, qui ont voulu la fédération de tous les États africains et qui ont été stoppés dans leur élan par l'impérialisme. Mais aujourd'hui, Dieu merci, parce que la jeunesse africaine, dans sa grande majorité, aspire justement à cette unité et à cette souveraineté africaine. On le sent à travers les différents combats dans les différents pays. Quand le Sénégal a amorcé son combat ici contre la dictature entre guillemets de M. Macky Sall, nous, en tant que jeunes Guinéens, les jeunes Maliens, Nigériens, les jeunes Africains ont soutenu. Moi notamment, j'ai fait une chanson pour le leader du PASTEF à l'époque, comme pour dire que je partage l'idéal qu'il partage, je partage le combat et la vision, et comme pour dire que le panafricanisme, c'est une question de toutes les nations africaines, indépendantes, souveraines, c'est une question de toute la jeunesse consciente africaine. Voilà le message que je continuerai à adresser à cette jeunesse africaine, à leur dire que la division ne profite qu'à l'impérialisme. Parce qu'il y a les ennemis endogènes et des ennemis exogènes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui combattre les ennemis exogènes et oublier les ennemis endogènes. L'endogène, c'est ceux qui sont à l'interne, qui essayent de diviser l'Afrique, et cela est à leur avantage. Mais ce n'est pas à l'avantage de la jeunesse africaine de se clasher, de s'insulter, de se faire la guerre avec des mots très durs sur les réseaux sociaux, et comme nous l'assistons aujourd'hui, parce que nos différents pays prennent des orientations politiques différentes. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne image que nous renvoyons. Parce que quand vous prenez l'Union européenne, par exemple, sur les 20 et quelques pays de l'Union européenne, chaque pays a sa politique. L'Europe, l'Allemagne peut signer des accords avec le Sénégal sans demander la permission de la France. La France peut signer des accords avec un autre pays sans demander la permission de la Belgique. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des actes sur lesquels ils sont d'accord. Par exemple, l'armement, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. C'est pourquoi il y a une monnaie unique qu'on appelle l'euro. C'est pourquoi il y a l'OTAN. Donc voilà les actes sur lesquels on peut se mettre d'accord aussi. L'Afrique doit avoir sa propre armée, mais une armée financée par les Africains, pas financée par les Européens. Quelqu'un qui finance ton armée, il sait que tu vas le combattre demain. Comment il va le financer? On a une force africaine en attente. Depuis 2009, ils nous ont promis le financement, jusqu'à présent qui n'a pas vu le jour. Pourquoi ça n'a pas vu le jour? Parce que les Blancs se disent, on ne va pas mettre... Si ce n'est pas dans leur intérêt, il ne faut pas vous attendre. Très bien. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba nous a été offert par la Chine. Ça a coûté 151 millions de dollars. C'est une insulte à la souveraineté africaine. 151 millions de dollars divisés par 1 milliard de personnes, la population africaine.
0,000 francs CFA. C'est ce que chacun allait payer. Si nos dirigeants nous avaient demandé de contribuer pour nous offrir nous-mêmes un siège de l'Union africaine. Chaque citoyen africain allait payer un franc CFA. Et même les budgets de fonctionnement, il y a aussi des financements qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est tous les pays du monde. Tous les pays sont endettés. On ne parle pas de ça. Non, je parle des budgets de fonctionnement de ces unions africaines, je dis. 30% de nos budgets viennent d'ailleurs. Ça, on le sait. Mais le problème ici, c'est parce qu'on a regardé nos leaders se faire assassiner sans réagir, qu'on est aussi on est en train de végéter dans cette histoire. Parce que Kadhafi, en 2009, a osé organiser pour la première fois une rencontre des chefs d'État où il a mis d'ailleurs dehors les experts du FMI au Cameroun, à Yaoundé, sur la première conférence, la première rencontre des chefs d'État, des dirigeants africains sur le Fonds monétaire africain, où il avait promis de mettre 80%, lui-même, il allait mettre 80% des fonds qui allaient servir justement à ce fonds, pour éviter les Africains d'aller se faire assassiner tout le temps devant le Fonds monétaire international, chose qui compromet l'avenir dangereusement de l'Afrique. Donc c'est pour vous dire que... C'est pourquoi je dis que l'Afrique a tout intérêt à se mettre d'accord aujourd'hui, à se donner les mains sur des grands axes. Vous pensez que si Kadhafi avait été soutenu dans son élan, que tout ça allait arriver? Ça n'allait pas arriver. Et il l'avait dit avant sa mort. Il dit, si vous me laissez mourir, demain, ça sera à la tour de l'autre, à la porte d'un d'entre vous. C'est comme ça. Seulement, c'est un problème qui a beaucoup d'équations à la fois à régler. Et par rapport à cette géopolitique tumultueuse, ces crises à n'en pas finir et qui se répètent tout le temps, est-ce que vous êtes toujours optimiste par rapport à cette... Très, très, très optimiste. Mais je dis bien très optimiste. Il faut, comme je l'ai dit, il faut institutionnaliser la lutte idéologique. C'est ce qui manque à l'Afrique. Vous savez, l'impérialisme, comment il fonctionne? Ils ont comme une sorte de charte dans leur pays. Et ces chartes-là, même si c'est après 50 ans, un demi-siècle, cette charte les amène à reconquérir ce qu'ils appellent, entre guillemets, leur propriété privée. Après la conférence de Berlin, jusqu'à présent, ces gens pensent que l'Afrique les appartient. Parce que ces chartes consistent à quoi? À rappeler à ces dirigeants qui arrivent, écoutez, voilà nos intérêts en Afrique. Voilà ces pays où on les a colonisés. Ils doivent payer des quotas par rapport à l'avantage qu'ils ont eu de la colonisation. Ils doivent faire ça. C'est une charte qui est là. Ils ont cette charte-là. Alors, comment voulez-vous que dans nos pays africains, que des dirigeants se lèvent pour parler de la souveraineté africaine, pour parler pour dénoncer l'ingérence politique de ces néocolonialistes, et que ces gens veuillent prendre des armes armées, des mercenaires pour venir les attaquer, qu'on appelle des djihadistes. On n'a pas Al-Qaïda là-bas, c'est pas vrai. C'est des mercenaires qui sont armés, formés par ces gens pour venir déstabiliser nos pays, parce que ces dirigeants ont un double impact et sont considérés comme dangereux devant les néocolonialistes. Pourquoi? Parce que l'effet de contagion. Ils ne veulent pas que ces gens-là contaminent d'autres chefs d'État, d'autres leaders africains. Et cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent d'autres en aparté, ils leur disent, écoutez, on a des intérêts avec vous, ça fait depuis la colonisation, voilà des intérêts. Donc, pour certains chefs d'État, ce n'est pas nécessaire de s'engager dans un combat de libération totale de l'Afrique. Ils pensent que ce n'est pas une priorité. Alors, ils pensent que le combat, c'est de s'occuper de la politique interne. Parce que le double enjeu devant lequel nos dirigeants font face, c'est ça aussi. Comment faire en sorte que ceux qui sont à la tête de leur pays ne coupent pas, ou bien qu'on ne les coupe pas les vivres parce qu'ils ont des intérêts là-bas, et comment faire en sorte que les Africains qui estiment que l'Afrique doit être libérée aujourd'hui, que ces dirigeants doivent se donner les mains, ne soient pas déçus d'eux. C'est un dilemme. Donc, il faut manager les choses par-ci, par-là. Et moi, je pense qu'on a dépassé ce stade. À un moment donné, le processus doit prendre fin. Parce que même à l'école, on commence par la première année jusqu'à l'université. C'est un cycle. Mais on ne peut pas rester dans un éternel cycle. Ça ne doit pas continuer. Ça doit s'arrêter. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai du respect et je vais accompagner les chefs d'État qui, ensemble, vont se lever pour essayer de contaminer
d'autres leaders, d'autres chefs d'État, afin que l'Union africaine passe, l'Union africaine que nous connaissons, qui est vide de son contenu aujourd'hui, pas la CEDEAO que nous connaissons, voilà, qui est vide de son contenu, je ne parle pas de ça, mais qui est une vraie Union africaine, la fédération souveraine de tous les États africains, pour que les axes que j'ai cités, comme l'énergie, parce que l'Afrique doit s'industrialiser, il nous faut qu'on soit autonome sur le plan énergétique. L'Afrique, sur le plan militaire, je l'ai dit. L'Afrique, sur le plan économique, je l'ai dit. Et sur le plan de la communication aussi. Il faut que notre communication doit être autonome. On est tout le temps hébergé par les autres satellites. Pourquoi? L'autre là, Kadhafi s'est toujours battu contre ça. Mais, croyez-moi, de 2013 à nos jours, si on avait réussi à fédérer nos forces autour de lui par rapport à toutes ces questions, je crois que l'Afrique aujourd'hui n'allait pas traîner les bottes. Et vous pensez que ce qui a été impulsé par les pays du Sahel peut aboutir à quelque chose réellement? Je suis optimiste par rapport à ça. Je reste optimiste parce que je pense que il n'y a pas de fait sans cause. Vous comprenez? Et si aujourd'hui ils ont décidé de se mettre ensemble, c'est pour éviter de se faire assassiner individuellement. Parce que le Mali seul ne pourra jamais... Exactement. Le Mali seul ne pourra jamais s'en sortir. Tenir tête à une puissance coloniale ou à une ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas possible. Mais vu l'embargo, ils sont revenus. En certains mois, ça c'est historique. Ça. Qui ça? Le Mali en certains Oui, ça c'est historique parce qu'il était seul. Ouais, il était seul. Olympio aussi était seul. Il s'est fait assassiner tout seul. Donc ça c'est des exemples pour vous dire qu'on a eu des hommes, des dévanciers qui ont essayé. Et aujourd'hui, les trois en tirant des leçons de toutes ces expériences, donc on dit on va ensemble. Si on doit mourir, qu'on meurt ensemble. Ouais. Et là, il y a plus de dynamisme. Exactement. Et vous dites qu'il veut sacrifier Eli. Qui veut sacrifier Eli? Dans une de vos chansons, vous avez dit qu'il veut sacrifier. Alors ça, c'est une ancienne chanson. Ça, c'était au temps de Alpha Condé. Oui. C'est Alpha qui voulait sacrifier. Ah ben oui, moi j'ai été arrêté à 6 reprises. J'ai été en prison. J'ai été incarcéré à 6 reprises au temps d'Alpha Condé. Et cette épée de Damoclès n'existe plus? Si. Bon, vous savez, hein, en Guinée, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur, je veux dire. Hein? Si je ne meurs pas de leur mort, je mourrai de la belle mort. Le combat que je mène, il y a au moins 20 ans que je le mène. Il y en a dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui ont commencé à m'écouter quand ils étaient au collège. Il y en a quand ils étaient au lycée. Donc ils connaissent mon combat. Ils savent que s'il y a un artiste qui dit tout haut ce que le peuple pense tout bas, ce que le peuple pense tout bas, sans contrepartie, sans influence extérieure, en libre pensée, en libre citoyen, c'est bien Eli Kamano. C'est pourquoi, quand j'ai fait ma sortie contre eux, les gens ont dit « Ah, ils vont l'arrêter, ils vont l'arrêter ». Les gens m'ont appelé, les gens sont affolés. Je dis « Mais moi, je me promène tranquillement à Conakry, personne ne m'a arrêté et personne ne m'arrêtera. » Parce que tout simplement, le président sait ce qu'on s'est dit. Je lui ai dit, je ne pourrais pas vous accompagner. J'ai été sollicité pour être au CNT. J'ai refusé, j'ai décliné l'invitation. J'ai été sollicité pour occuper certains postes. J'ai décliné l'invitation parce que je sais que pour impacter sur un système, il faut être un décideur. Il faut être dans le système, c'est vrai. Mais pas en étant avec des personnes dont je connais les intentions. Je sais que le clash allait être inévitable. Et le clash est là aujourd'hui. Et aussi, vous criez tout le temps à l'injustice, notamment quand Gbagbo a été testé à la CPI. Vous avez aussi chanté pour haranguer, comment dire, la jeunesse africaine en criant que Sonko soit libéré lorsqu'il était arrêté. Et c'est des combats que vous avez menés. Et présentement, quels sont les combats de Eli? Bon, en ce qui concerne Gbagbo, vous savez, bon, moi je n'ai jamais rencontré Gbagbo. Gbagbo a écouté la musique, les gens ont publié, les Ivoiriens, c'est les pro Gbagbo, ils en ont fait. Mais je n'ai jamais entrepris une démarche pour le rencontrer parce que je me dis que dans mon petit ghetto, je vois tout, je sens tout et Dieu m'inspire sur des sujets, des thématiques qui m'amènent à parler, justement, à crier haut sur l'injustice.
Donc, Sonko et Gbagbo, pour moi, ont été des leaders à des niveaux différents, injustement incarcérés, parce qu'ils avaient un idéal à défendre. Gbagbo, par exemple, s'il a commis des crimes, je ne suis pas son avocat, mais je souhaiterais que l'Afrique soit dotée ou se dote des institutions capables de juger ses propres criminels. Hissène Habré a été notamment jugé au Sénégal. Donc, je pense que on est encore à la phase embryonnaire. À la phase, l'Afrique refuse de grandir. C'est ça aussi le malheur de l'Afrique. C'est qu'elle refuse de grandir. Elle estime qu'on doit toujours lui tenir la main pour l'amener à acheter des petits bonbons, lui offrir des bonbons dans les supermarchés et tout. Non, l'Afrique n'est plus à ce stade. On doit avoir les moyens. Si c'est à Dakar, si c'est dans une autre capitale, à Addis Abeba, mettre une juridiction financée par les institutions africaines pour juger les Africains. Pour qu'il n'y ait pas de mise extérieure. Exactement. Le cas de Ousmane Sonko, par exemple. Moi, l'homme, je ne le connaissais pas. Je le voyais, je l'entendais. Et le combat qu'il menait, je me suis dit que c'était un combat juste et noble. Alors, lorsqu'il a été incarcéré, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, je me suis dit, je porte une voix et ma voix aussi porte. Je porte une voix et ma voix porte. Donc pourquoi ne pas écrire une chanson pour essayer de mettre de la visibilité, à ma manière, sur ce leader qui se fait aujourd'hui incarcérer injustement par le régime de M. Macky Sall. C'est ce que j'ai fait. Et Dieu merci, coup d'essai, coup de maître au Sénégal. Ça a été bien écouté par les uns et les autres. Donc, voilà.